Bonjour à tous, ici Jonathan Paré, bienvenue à une autre émission d'Interaction Sport et aujourd'hui mon invité c'est Sylvain Lévesque qui est député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement pour la Coalition Avenir Québec. Salut Sylvain, ça va bien? Salut Jonathan, bien content de te retrouver. Ouais, écoute, aujourd'hui ça va être une entrevue nouveau genre, comme j'ai introduit avec d'autres personnes et dont je vais avoir l'occasion, j'imagine, de faire. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et évidemment, on a eu la chance de collaborer ensemble dans d'autres médias, mais tu as décidé de faire un retour en politique lors des dernières élections. Tu regrettes ton retour? Non, je regrette pas, sinon je n'aurais pas pris cette décision-là. Moi, je suis un passionné de politique. D'ailleurs, on s'est connus dans ce contexte-là. J'animais, je faisais des remplacements à différentes stations de radio, notamment à Trois-Rivières, et on t'avait fait de la radio avec moi en termes de sport, puis c'était bien le fun. C'est sûr que la politique, c'est ce qui m'a amené à la radio. J'étais connaisseur, je pense, un peu de ça et vulgarisateur. Ça m'a amené à avoir des rôles de chroniqueur politique de 2016 à 2018. Puis j'ai eu l'opportunité de faire du remplacement. Puis éventuellement, j'aurais aimé aller un peu plus loin en radio-télévision. Puis j'écrivais aussi au Journal de Québec. Mais en toute sincérité... L'opportunité était trop belle à refuser. Hein? Ben c'est ça, c'était dur à refuser parce que je le sentais là en 2018 que... Colin, le gouvernement, c'était possible pour la CAQ. Fait que d'être membre du premier gouvernement d'un parti nouveau, c'est trippant parce que, tu sais, on a tout à faire, tout à bâtir, puis honnêtement, je regrette pas ce choix-là. C'est un choix passionnant, je me réalise à chaque jour, mais je peux pas te cacher que le gars, maintenant, de radio en moi, s'ennuie toujours un peu de ça, là. C'est ça. C'est surtout quand il y a quelqu'un qui vient te rencontrer, puis qui vient te tendre la main, si on peut dire, là, tu sais, regarde, on a des chances ou des trucs comme ça, là, tu te fais un peu, comment je pourrais dire, désirer de ce côté-là. C'est quand même bien, surtout quand tu le sais, comme tu viens de le dire, que tu as des chances de passer comme premier gouvernement. C'est historique quand même. Absolument. Puis là, ça va être à nous autres de continuer. Les gens semblent très satisfaits. Les sondages nous démontrent ça. On est à plus de 46%. On est en haut de 55% dans le vote francophone. On vient de passer la loi sur la laïcité, les lois sur l'immigration. On va vers d'autres grosses lois à l'automne. M. Legault travaille fort sur l'économie. Écoute, c'est fantastique. En même temps, je le sais très bien qu'une lune de miel, un jour ou l'autre, ça prend fin. Mais tant que ça dure, on en profite. Puis garde, notre but, c'est de prendre le temps d'écouter le monde. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, Jonathan. C'est impossible. Non, c'est ça, ouais. Fait que des fois, il y en a qui sont déçus, mais à un moment donné, on lui laisse une petite chance, puis on écoute, puis ça s'en va dans le bon sens. C'est ça notre travail. Je veux qu'on parle aujourd'hui plus de toi en détail, là, tu sais, qu'on n'a jamais eu la chance nécessairement de connaître parce que tu es un passionné de sport. Tu en as fait également. J'aimerais que tu me parles un peu des sports peut-être que tu as fait quand tu étais plus jeune. On va revenir à l'université un peu plus par la suite, mais quand tu étais plus jeune, quel sport tu as fait? Écoute, j'ai commencé assez tard à faire du sport actif. Là. Tu sais, j'ai fait comme tous les enfants du vélo, je faisais toutes sortes d'activités, du hockey dans la rue, on faisait... Quand on était au primaire, au secondaire, surtout au primaire, on jouait au ballon-ballet, nous autres, à Bécomo. Okay. On avait bien du fun. Puis il y avait un gros tournoi de ballon-ballet. S'il y a des gens de Bécomo qui m'écoutent, ils vont se rappeler du tournoi Aïe-Aïe. Tu sais que c'était très populaire, ça marchait. Puis j'en ai déjà parlé à la radio à Québec, puis il y a du monde qui avait appelé puis texté. Hey, on se rappelle de ça, le tournoi Aïe-Aïe. Fait que c'était bien trippant. Mais un peu plus vieux, là, 14-15 ans, là, j'ai commencé à faire du badminton. Puis le badminton, je suis tombé en amour avec ce sport-là et j'en ai fait de façon intensive, progressivement. Mais sûrement, mes premières compétitions en badminton ont bien été. Puis là, bon an, mal an, j'ai poursuivi là-dedans. Et jusqu'à 25-26 ans, j'ai fait de la compétition de badminton. De 15 à 26 ans, donc toute ma période secondaire, vers la fin du secondaire, collégial et universitaire, j'ai joué badminton compétition et ça m'a amené à faire du sport avec les GGs d'Ottawa éventuellement. Ouais, c'est ça, à l'université. Ben, d'ailleurs, tu es étudiant en criminologie à l'université. Tu faisais du sport quand même haut niveau à ce moment-là. Comment tu réussissais à agencer les deux? Puis parle-moi un peu de ton expérience justement dans ces études-là parce que évidemment, on n'a pas la chance d'aborder ça à chaque jour. Je vais t'entendre là-dessus. Ben, sur le badminton proprement dit, vu que l'université, c'est une quinzaine d'heures de cours par semaine, donc c'est relativement faisable de faire du sport à bon niveau à l'université. Bien sûr, tu rajoutes toutes tes heures d'études, mais moi, je suis chanceux, Jonathan, je vais te faire un aveu. J'étais pas un élève très studieux, moi. J'étais un gars plus impliqué socialement. J'étais dans plein de comités. J'ai une maudite chance au niveau scolaire, j'ai une mémoire.
une grosse mémoire. Ça fait une grande partie aussi là-dedans. Là. Écoute, je retiens tout par cœur, sans me forcer. J'écoute un cours, puis je comprends la matière. Tu sais. Je me suis toujours forcé à la comprendre plutôt qu'à l'apprendre par cœur. Fait que quand j'arrivais aux examens, j'étais capable de pondre des bons textes, des bonnes réponses avec de la logique, sans avoir trop étudié. Fait que j'ai passé mon bac sans trop de misère, vraiment facilement même, sans avoir étudié beaucoup. Mais le badminton me demandait un 20, 25, 30 heures par semaine. Je m'entraînais beaucoup. Et à cette époque-là, je coachais. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur. J'ai commencé à coacher une école secondaire dans le coin de Hull. On a amené des jeunes aux Jeux du Québec. On a eu du fun. Après ça, bon an, mal an, quand j'ai terminé mon université, ça m'a amené à arriver dans le civil à un moment donné, puis commencer à coacher des équipes secondaires ici à Québec. Parce que là, j'étais parti d'Ottawa vers Québec. Fait que j'ai commencé à coacher à Québec, puis continuer à faire des tournois provinciaux et régionaux à ce moment-là pour me garder en forme. J'avais du fun au bout. C'est un sport que j'ai adoré. Puis tu me posais la question sur mes études. La criminologie, pour les gens, ils mélangent souvent la criminologie avec des avocats criminalistes. Un criminologue, là, c'est un psychologue, sociologue de la délinquance. C'est ça que c'est. Un criminologue, souvent, vous allez retrouver ça comme agent de probation, agent de libération conditionnelle. Ça travaille à la DPJ, ça travaille dans les prisons. C'est souvent là même dans des milieux policiers, il peut en avoir des criminologues. C'est un spécialiste de la délinquance, de la criminalité. Moi, j'ai trippé là-dedans. Mais en même temps, ma carrière m'a pas amené beaucoup à faire ça. Non, c'est ça, parce que je voulais t'amener justement de ce côté-là, parce que qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut en politique? Parce que je veux dire, quand même, t'aurais pu faire quand même une belle carrière. Hein? Je veux dire, tu sais, aujourd'hui, on entend des histoires de DPJ ou dans des prisons, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut en politique, à proprement dit, puis que t'aimes ça aussi, là, t'sais? Et crois-le ou non, à 13-14 ans, petit nerd que t'as le goût de battre, là, tu sais, le frapper, là. Moi, je tripais déjà sur la politique à 13-14 ans. J'avais dit à mes meilleurs chums, moi, c'est sûr, je voudrais faire de la politique plus vieux. Fait que j'étais ado, je rêvais de faire ça. Fait que pour moi, j'ai enligné ma carrière un peu pour atteindre cet objectif-là, ce rêve-là. La politique, par contre, ça, c'est le côté plate, c'est qu'elle t'a choisi plus que tu l'as choisi. Ouais. Tu peux être bien intentionné pour avoir le goût d'en faire. Si aucun chef de parti veut de toi, ça va mal. Puis bien souvent, c'est plate à dire, mais il faut que tu sois une vedette de plus en plus avant pour rentrer en politique. C'est comme autrement dit, on te laisse pas la chance de devenir bon, il faut que tu sois bon avant. Moi, j'ai été chanceux. Je te dirais qu'à force de travailler fort, j'ai connu rapidement un gars comme François Legault. Moi, c'était ma 5e campagne électorale, celle de 2018. Je m'étais présenté en 2004, 2007, 2012, 2014, 2018. Là-dedans, j'en ai perdu 3, j'en ai gagné 2. Fait que tu vois, je suis entêté, je lâche pas, je continue. Mais j'étais pas, surtout pas en 2004, Jonathan, j'étais vraiment pas connu, là. J'étais juste un jeune de 30 ans, là, qui brassait dans différentes associations puis groupes. Puis à un moment donné, même impliqué, c'est coaching puis tout ça, là. Coaching en sport, puis j'étais impliqué dans plein d'organismes communautaires. C'est souvent le début. Ouais, c'est souvent ça, là. Il faut que tu sois visible. Si tu veux faire de la politique, là, puis t'es caché dans le fond de ton sous-sol, ça se peut qu'on aille te choisir parce que t'es dans un parti qui est pas très populaire, il manque de monde, il prendrait n'importe qui. Puis là, boum, ça arrive que ton parti, en dedans d'un mois et demi, part de 8% d'un sondage, se ramasse à 30%, puis t'es élu. Ça arrive. Une espèce de vague, là. La fameuse vague orange de 2011, là, le NPD, là. Il y a bien du monde là-dedans, là, qui ont commencé en campagne électorale, puis le parti était à 3%, puis se sont ramassés avec 60 élus au Québec sur 78. Il y a bien du monde là-dedans qui pensait puis pas gagner. On a vu en 2015 que ça a redroppé, malheureusement. Ben, ça peut arriver, effectivement. Donc, si tu veux faire de la politique, moi, je te conseille d'être le meilleur dans ton domaine possible. Exemple, t'es le meilleur chroniqueur de sport au Québec, Jonathan. Ça se peut que dans 2026, par exemple, on te demande, ça te tente-tu de venir en politique avec nous autres? D'ailleurs, on en a des athlètes, là, des tripeux de sport qui sont à l'Assemblée nationale. Enrico Ciccone. Oui, qui est là. Ancien joueur, oui. Chez nous, Isabelle Charret, ouais. Grande vedette de sport, athlète olympique, médaillé olympique. Tu sais, t'as des gens comme ça, puis c'est pas les premiers de l'histoire, là. T'as eu des gars comme Ken Dryden, qui a déjà été élu à l'Assemblée nationale. Il y a Jacques Demers, qui était sénateur aussi. Oui, ça marche par nomination. Fédéral, là. T'as entièrement raison. Mais quand même, c'est quelqu'un de connu, tu sais. Donc, veut pas, ça reste que pour un parti, c'est toujours fun des approcher.
Puis souvent, tu peux faire des parallèles, hein, des gens qui sont connus comme ça, mais aussi des bons vulgarisateurs, si on peut dire. Exact. C'est comme Enrico Ciccone, je veux dire, a déjà été agent de joueur. Donc, je pense qu'il a étudié pour être avocat. Je ne sais pas s'il a eu son barreau, mais il a étudié quand même en droit. Il y a une base ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez articulé. Là. Absolument. Puis il était à la télévision aussi. On l'a connu radio, à 110%, me semble, de mémoire. Personnalité publique, oui. Oui, puis Enrico, moi, je siège avec lui souvent sur la commission sur le cannabis. On a de bonnes discussions musclées, là. Des fois, une fois, je l'ai fait s'emporter un petit peu, là. Je pensais qu'il allait m'inviter au rack à Bessic. Non, on a fait des farces. Honnêtement, on rit, là. Je m'entends bien que Chico, c'est un chic type. Tu sais, même en politique, ça, c'est ce que les gens savent pas. Au-delà de la partisanerie, puis on a l'impression que tout le monde saillit. C'est pas vrai. C'est comme une bonne game de hockey. Tu te donnes des mises en échec, des fois un coup de 6 pouces d'un côté, mais quoi après, peut-être que tu vas prendre une bière ensemble puis tu peux te jaser, tu sais. Non, c'est ça. On est tous là pour les mêmes choses, dans le fond. Améliorer le sort de nos concitoyens, tu sais. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est quand même cruel aujourd'hui dans le monde du sport parce qu'il y a la réalité des réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand tu es une personnalité publique, que ce soit en politique ou dans le sport, ben souvent, là, ça peut avoir des impacts autant négatifs que positifs. Puis, les réseaux sociaux, quand même, sont présents aujourd'hui. Comparé à il y a quelques années, comment tu verrais ça aujourd'hui, cette tendance-là des réseaux sociaux, les nouvelles technologies? Est-ce que tu penses que c'est plus nuisible ou c'est plus quelque chose qui peut aider, autant dans le sport que dans la politique? Ben, les réseaux sociaux, comme on dit en anglais, if you can beat them, join them. Tu peux pas faire contre les réseaux sociaux, c'est un outil essentiel. Dans ma business, à moi, la politique, j'ai besoin des réseaux sociaux pour faire connaître mes actions quotidiennes. Tu sais, en politique, si le monde ne sait pas ce que tu fais, il pense que tu fais rien. Alors, il n'y a pas beaucoup de façons de faire connaître à 75 000 personnes d'une claque qu'est-ce que tu fais. Quels sont les moyens? Il y a le journal local. Je l'utilise abondamment. J'envoie tous mes communiqués, mes photos au journal. Ils sont gentils. Ils en diffusent beaucoup. Donc, les citoyens, souvent, ils disent « Monsieur Lévesque, on vous voit partout. » C'est pas parce qu'ils m'ont vu vraiment partout. C'est parce qu'ils m'ont vu dans le journal être partout. Les réseaux sociaux, Jonathan, c'est la même chose. Si tu les utilises bien, si tu les utilises à bon escient, tu es capable de montrer qu'est-ce que tu fais au quotidien. Et à ce moment-là, les gens sont satisfaits. Ils disent « Hey, c'est le fun, M. Lévesque, il est partout, il fait sa job. » Fait que moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un outil. Mais je me sers pas personnellement des réseaux sociaux pour faire de la politique cochonne. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que les réseaux sociaux, il faut que ça soit positif le plus possible. Il y a assez de chialage là-dessus. Ouais. J'essaye pas d'amener du monde à m'écrire des attaques personnelles. Tu sais. J'ai toujours dit aussi, je vais le dire bien candidement à tes ondes aujourd'hui. Moi, quelqu'un qui vient sur ma page Facebook, il vient chez nous. Regarde, quand tu es chez nous, là, je te demande juste de respecter quelques éléments. Moi, les insultes, j'en veux pas. J'en profère pas envers personne. Tu me verras jamais dire d'un adversaire politique que c'est un ci puis c'est un ça. Je vais attaquer des idées, mais pas la personne. Il a le droit de penser comme il veut, puis c'est correct. Fait que sur ma page Facebook, c'est pareil. Si tu viens chez nous, tu m'écœures pas, tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Je vais te respecter. Mais si tu le dis correctement et positivement, tu as le droit d'avoir un débat avec moi. Si tu commences à m'insulter, ça se peut que je te mette à la porte, je vais te congédier, puis je vais te dire tu n'as plus le droit de revenir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'il y a des sportifs, que ce soit dans n'importe quel sport, on a vu des botteurs au football qui ont manqué leur bottée de placement pour faire gagner leur équipe. Exemple, comme on pense à Maxime Comtois qui a manqué son tir de pénalité dans le dernier championnat mondial junior, qui a reçu des insultes sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, c'est rendu vraiment quelque chose qui, tu l'as mentionné tantôt, quelqu'un qui est derrière un écran, ben, lui, il s'en formalise pas trop, mais aujourd'hui, le gouvernement a quand même pris ça au sérieux, puis ils passent des lois par rapport à ça. C'est quand même criminel, certaines menaces que tu peux proférer là-dessus. Là. Absolument. Puis il y a déjà eu des gens... Ça touche du monde personnellement. Là. Absolument. Il y a des gens... Il y a un homme récemment qui a proféré des menaces envers Justin Trudeau. Il était assez agressif. Puis ça va jusqu'à l'emprisonnement. Il faut savoir qu'un réseau social, c'est un gros outil de presse. C'est un gros... comment je dirais? C'est un gros fil de presse. Tu sais, quand t'envoies de quoi là, tu viens de parler à la planète au complet. Fais attention à tes propos. Tu peux être
tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Il faut être prudent. Puis il faut sensibiliser les gens à utiliser les réseaux sociaux pour ce que ça a de bon à nous donner. Parce que moi, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Mais bien sûr, il y a des gens qui pensent que dans l'anonymat de leur clavier, ils peuvent dire absolument n'importe quoi, chose qu'ils ne diraient jamais devant toi. Non, d'ailleurs, tu viens de me faire allumer sur de quoi. Ça m'arrive de temps en temps, moi, que j'ai des citoyens qui sont en faveur de nos idées et aussi en défaveur. Puis il y a des gens, des fois, que, sans être raides, sont capables de brasser un peu en nous écrivant. Ben moi, ça m'arrive souvent. C'est sûr, quand c'est quelqu'un qui est exagérément déplaisant dans son courriel, je laisse faire, là. Mais quand c'est quelqu'un d'articulé, souvent, je l'appelle personnellement. Je lâche un coup de fil, puis je dis, ça vous tente-tu qu'on jase un peu de votre position, votre idée? Souvent, les gens, là, ils changent de ton quand ils tombent au bout du fil. Fait qu'imagine-toi dans ta face. Tu sais, on est beaucoup plus courageux caché derrière son écran que quand on jase directement à quelqu'un ou quand on le voit entre les deux yeux. Souvent, là, j'entends les gens dans les lignes ouvertes le soir de sport dire, exemple, on prend un exemple courant, Jonathan Drouin, mettons, exemple au hockey, Drouin, il travaille pas, c'est ci, c'est ça, mais exemple qu'il le croise dans la rue, je suis pas sûr qu'il serait assez game d'y dire, hey, tu travailles pas, même j'ai entendu dire qu'il était lâche, là. Mais, tu sais, ça va loin, là, quand même, là. Puis, tu sais, souvent, je trouve que quand même, là, les médias font du bon travail pour ramener les gens à la civilisation, un peu, là, parce qu'il y en a qui s'emportent, là. Mais, tu sais, tu le croiserais dans la rue, tu lui dirais pas ça, là. Tu serais comme un peu bouche bée, parce que peut-être que lui, il aurait lu ton commentaire, ou peut-être que lui, dans un sens, il t'impressionne, entre guillemets, de ce côté-là. Donc, tu sais, comme tu l'as dit, là, c'est un phénomène qui peut être bon, mais dans un sens, ça peut être très mauvais. Là. Mais tu as tellement raison. Puis, tu sais, Jonathan Drouin, on dira bien ce qu'on voudra. Il s'est quand même rendu dans la Ligue nationale. C'est un excellent joueur. Est-ce qu'on est toujours satisfait? Ben non. Puis, tu sais, comme amateur de hockey, on paye cher nos billets de hockey si on y va. On s'abonne à des réseaux spécialisés comme RDS. Tu sais, ça nous coûte de l'argent par mois ou à TVA Sport. On les écoute, les matchs. On aime ça. On est des passionnés. C'est notre religion, le hockey, le Canadien de Montréal. Là, on aimerait ça réavoir nos Nordiques. Mais tu sais, le hockey, on tripe, on aime ça. Fait qu'on a le droit d'être critique. Mais en même temps, être critique, il faut pas non plus dénigrer. Puis Jonathan Drouin, là, il fait partie, comment il y en a eu cette année de repêcher de la Ligue junior majeure du Québec? 8, 9, 10? Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, ben, sur 7 rondes, parfois 30 équipes, il y a eu au moins 240 joueurs dans tout le monde entier qui a été repêché cette année. Là. Il y en a eu 10. Que c'est des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec ou des Québécois. Je pense que c'est des Québécois. Ça, ouais. Parce qu'il y a des Russes repêchés, des Tchèques. De la junior majeure, tu sais. Mais même juste en première ronde, il y en a beaucoup qui, dans les dernières années, qui ont plus sorti. Là, on vit comme une vague un peu là, de laisser aller, si on peut dire, dans de la Ligue junior majeure du Québec. Mais je pense que c'est beaucoup plus loin. C'est Hockey Québec. Hein. Moi, je coach au hockey mineur dans le midget. Je le vois un peu que le développement, même plus bas, les structures des organisations sont pas toujours à point. Là, je pense qu'on en vit un peu les effets là, de ce côté-là. C'est plate, mais bon, ça reste que c'est une réalité pour le moment. Puis les collèges américains... Ouais, c'est ça. Eux, justement, montent. Parce qu'avant, on disait les collèges américains, on ne joue pas assez de matchs. Il sera pas prêt pour la Ligue nationale. Il sera pas ci, il sera pas ça. Finalement, ce que ça fait, c'est qu'on développe d'excellents jeunes joueurs. Puis quand ils arrivent dans la Ligue, ils sont prêts puis ils ont des bonnes impacts. J'ai goût de te dire, puis gars, c'est rien contre la Ligue junior majeure, que j'adore la Ligue junior majeure du Québec. C'est un peu comme une ligue professionnelle, la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, les équipes, les jeunes peuvent être échangés. Tu sais, c'est pas comme aux États-Unis. Tandis que quand tu vas aux États-Unis, tu choisis aussi, pas juste un programme de hockey, tu choisis une institution académique. Et on le vient de le dire, hein, combien sont repêchés à chaque année? C'est 8, 9, 10. Après, dans tes 8, 9, 10, combien vont faire la Ligue nationale et qui vont réussir? Jouer un match aussi. Là, juste jouer une game dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ben, pas beaucoup d'appelés, puis encore moins d'élus. Ouais. Fait à quelque part, il faut aussi choisir... une formation académique qui va te permettre potentiellement de faire autre chose dans la vie. Le hockey, c'est une passion. C'est un trip, c'est le fun, mais on le remarque, la majorité ne se rendra pas jusqu'à la Ligue nationale pour être millionnaire. Ça, c'est ça. C'était comme un problème aussi qu'il y a eu avec la Ligue junior majeure qui voulait considérer peut-être ses travailleurs comme sur la loi, sur les normes du travail. Là, je sais qu'il y a eu une modification l'année passée par rapport à ça. Puis
Tu sais, je me dis toujours, tu sais, les joueurs dans les juniors majeurs, c'est des gars qui sont au cégep. Moi, je me rappelle d'avoir côtoyé des jeunes qui allaient au cégep, puis ils allaient au début de la session, puis à partir, là, je te dirais, de novembre, décembre, ils y allaient plus, là. Mais là, je pense qu'il y a certaines équipes, là, qui, pédagogiquement, se sont améliorées. Ils ont des conseillers, ils ont des enseignants qui suivent les équipes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, là, quand même. C'est essentiel. Écoute, s'il y a une place qu'on devrait intervenir, là, c'est vraiment ça. S'assurer que les jeunes qui jouent au hockey puissent avoir... Puis je pense que la Ligue junior majeure du Québec est très sensible à ça, de favoriser l'élève étudiant, parce qu'ils savent très bien que la vaste majorité d'entre eux n'ira pas dans la Ligue nationale. Peut-être certains iront jouer en Europe, peut-être vont se rendre dans la Ligue East Coast, dans la Ligue américaine, vont vivre un peu du hockey professionnel, entre guillemets, mais on le sait très bien que, une carrière peut s'arrêter d'un coup sec, une mauvaise blessure, tu récupères pas bien, à un moment donné, l'équipe te fait confiance 1 an, 2 ans, 3 ans, voit que tu plafonnes, ils te re-signent pas. Fait qu'il faut que tu sois prêt à faire autre chose. En même temps, je te dis ça, oui, les études, c'est vraiment essentiel, mais faut pas oublier qu'il y a un avantage à faire du sport, c'est formateur. T'apprends quand tu es dans une équipe comme ça. Le trip de vivre le junior 1 an, 2 ans, 3 ans, ça permet aussi aux jeunes de vivre une expérience là incroyable. Puis il y a une affaire, on parlait de criminologie tantôt. Tu sais, les risques de devenir un petit délinquant dans la vie, là, les facteurs de risque, c'est les gars entre 15 et 25 ans. Ça, là, c'est l'âge là que tu peux l'échapper. En général, ça arrive, un gars qui devient délinquant à 30 ans, là, mais en général, si tu as été tranquille entre 15 et 25, on peut penser que tu as poussé droite. Quand tu fais du junior majeur, tu as été dans le midget 3A en général. Tu as fait du sport depuis que tu es jeune. Tu as développé des belles habitudes de vie, tu as développé un esprit de gang. Puis je te dirais que c'est probablement une gang là qui est bien supervisée. Il ne doit pas avoir grand monde. On dit souvent que quand tu fais du sport, après ça te prépare au marché du travail, au vrai monde. Voilà. Parce que tu es drillé au quart de tour, si on peut dire. Il faut que tu arrives prêt au camp d'entraînement. Tu peux pas manger n'importe quoi. Tu peux pas faire ci, ça. Donc, je pense que c'est une très bonne préparation. Tu as tellement raison. Puis quand les jeunes sont dans le junior majeur, ils pensent pas à faire du mauvais coup. C'est sûr, la majorité s'imagine dans la Ligue nationale. Puis c'est correct. Le rêve doit être là. Le rêve, c'est ce qui te tient debout. C'est ce qui te permet d'avancer. Mais en même temps, soyons aussi concrets. On doit former des futurs citoyens, des futurs travailleurs, puis j'espère que les jeunes pourront réfléchir à une carrière qui leur tient à cœur au-delà du sport. Puis pour en finir sur la Ligue junior majeure, je sais que dans le dernier repêchage, la JMQ, d'ailleurs, qui s'est passé ici à Québec, il y a été question des jeunes qui hésitent. Tu sais, ils veulent aller au collège américain, mais laissent la Ligue junior majeure comme option. Ouais. Tu sais, veulent peut-être se délaisser un peu plus le Québec qu'aux États-Unis. Mais évidemment, quand un jeune a la chance d'avoir une bourse étudiante pour aller étudier dans une université américaine, tu peux pas l'empêcher. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que les jeunes se laissent toujours une porte de sortie pour revenir dans l'AGMQ si ça fonctionne pas aux États-Unis. C'est quand même spécial, cette situation-là. Puis Gilles Courteau, le commissaire, l'avait abordé de dire, ben là, il faut qu'on fasse en sorte qu'on laisse plus... Tu prends ta décision d'aller aux États-Unis ou tu prends ta décision de venir dans l'AGMQ, là. Ouais, mais en même temps, le libre choix dans la vie, là. Moi, je suis un gars, tu sais, je milite dans un parti politique qui aime beaucoup le libre choix, qui donne le choix aux parents, qui donne le choix aux citoyens, pas toujours imposer une seule et unique façon de faire. Moi, les modèles uniques, là, je crois pas à ça. Pour certains jeunes, regarde, Louis Leblanc, qui a été un premier choix du Canadien, a fait les deux, a été aux États-Unis, a été dans le junior majeur, il a pris cette décision-là pour le bien de sa carrière à un moment donné. Ça n'a pas été bon dans la Ligue nationale, on le sait, l'histoire est triste un peu. Mais malgré tout, lui a fait des choix. Si on l'avait obligé à un et à l'autre, c'est un peu ridicule. Puis là, aujourd'hui, il s'en sort pas si mal. Regarde, il est diplômé d'Harvard. Ben voilà, il a fait des États-Unis quand même. T'sais. Le gars est pas mal pris. Fait que t'es diplômé d'Harvard, je te dirais, dans la vie... tu te places assez bien. Ça part bien. Il n'y a pas rien que le hockey pour être heureux dans la vie. Quoique, c'est un maudit beau rêve. Qu'est-ce que tu penses de l'offre de sport qu'on a au Québec? On est beaucoup Canadiens, même l'été, souvent les lignes ouvertes. Mais qu'est-ce que tu penses de l'offre? Est-ce que de l'offre de sport, est-ce que on est trop concentré sur le Canadien? Puis comment tu nous comparerais peut-être aux grandes villes américaines? Parce que ça reste qu'on a quand même ici, garde à Québec, on a les Capitales, on a le Rouge et Or, on a à Montréal l'Impact, les Alouettes. Mais je pense qu'on est quand même trop centré sur le Canadien en tant que, tu sais, de ville, de province peut-être, aux provinces de Québec, en termes de ville également, qui se dit de sport. Parce que quand tu dis une ville de sport, c'est plusieurs sports.
Mais quand tu dis une ville de hockey, là, c'est juste de hockey. Moi, je pense que je peux faire cette corrélation-là. Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que nos premiers amours demeurent le Canadien. On aime ça, on aime le hockey, on en mange, mais ça dépend comment on le regarde. Moi, je vois une diversification depuis quelques années. Tu sais, avant, il y avait Canadien, Nordique, et l'été, on regardait les expos. À cette heure, avec le buzz qu'on vient de vivre de la NBA, tu sais, les Raptors de Toronto qui gagnent le championnat, c'est pas rien. Moi, j'ai jamais vu le monde triper basket comme là. Le monde voulait écouter des parties de basketball, c'est le fun. Le tennis est devenu de plus en plus populaire. Moi, je suis un grand fan de tennis. J'adore ça. Tu sais, le fait que des petits Québécois comme Félix Auger-Aliassime qui performent, c'est stimulant. Eugénie qui nous enrage parfois puis qui nous a fait triper des fois. Ça reste qu'elle a été 7e mondiale. Même, je pense, 5e, si je ne m'abuse. Elle a participé quand même au tournoi de fin d'année des 8 dernières, les 8 tops, là. C'est pas rien, là. Eugénie a réussi ça dans sa carrière pareil. J'y souhaite de se relancer. L'Impact prend de plus en plus de place. Quand l'Impact a fait son buzz, le moment donné, qui est allé faire son tour là, dans la compétition de la CONCACAF, là, puis qui s'est rendu jusqu'en demi-finale là, contre l'équipe mexicaine, puis on a eu du fun, là, on s'est mis à triper. En fait, les Québécois, ce qu'on aime, c'est des équipes championnes. Quand une équipe perd... Est-ce que, selon toi, ça serait plus un peu... je te dirais pas une population d'événements, parce que, tu sais, je veux dire, le reste de l'année, peut-être que les gens n'auraient pas le réflexe d'écouter les Raptors. Mais là, vu qu'ils sont en série, vu qu'ils sont à la porte du championnat, on va l'écouter. C'est comme là, l'Impact, exemple, qu'il y a un match de 16 heures régulière, les gens, à part les mordus, là, exemple comme moi, vont l'écouter, mais le reste vont peut-être attendre qu'ils soient en série ou en championnat. C'est de cette façon-là que je vois un peu la situation quand même. Les gens s'intéressent quand il arrive une situation d'importance, si je peux dire. Mais en même temps, ces situations d'importance-là font grossir la base. T'sais. Est-ce qu'on aimerait que la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule? C'est pas évident. C'est quoi qui arrive en premier? Mais pour développer une base, une fan base, comme ils disent en anglais, là, ça prend quand même quelque chose qui suscite de l'intérêt. Tu sais, quand l'Impact a apporté Drogba, là, ça s'est mis à triper un peu plus soccer qu'avant. Ça prend une vedette. Moi, j'ai pas connu vraiment, là, mais on m'en a parlé. Quand le Manic de Montréal au soccer, l'ancienne équipe de Montréal, avait amené Pelé, ça a créé un buzz autour de l'équipe. Une vedette attire de l'attention. Un joueur connu. Comme les Alouettes avec Johnny Manziel passé. Exactement. Puis là, les Alouettes, c'est triste depuis quelques années, mais les bonnes années là, des Alouettes qui faisaient les championnats avec notre équipe était plus forte, était avec toujours première. C'est ça. Exactement. L'équipe avec Calvillo, ça marchait fort. Fait que c'est clair que les Québécois aiment aussi quand ça gagne. Tu sais, à Québec, notre rouge et or, on l'aime. C'est plein. C'est full à chaque match. Mais parce qu'ils gagnent. Mais les derniers de la Ligue pendant une couple d'années, d'après moi, là, c'est beau de dire que le Québec tripe rouge et or, mais s'il était aussi fort que les équipes des Maritimes, là, je suis pas sûr qu'on irait les voir autant. Là, parce qu'on a eu de la misère avec certaines équipes là, comme les Expos dans les dernières années à aller voir les matchs parce qu'il y en arrachait beaucoup. Puis je sais qu'au Québec, on met beaucoup d'emphase sur l'excellence, sur le fait qu'on va avoir des équipes gagnantes. Mais je veux qu'on parle un peu du stade olympique parce que là, on parle, on fait un petit parallèle avec le retour possiblement là, du baseball à Montréal. Est-ce que pour toi, s'il est encore de mise pour recevoir du sport, parce qu'on sait que l'Impact joue là, exemple, quelques matchs. Des fois, les Alouettes peuvent jouer en marge de la Coupe Grey. Tu sais, je sais que c'est un dossier peut-être un peu plus politique, là, mais pour toi, en tant que fan de sport, est-ce que tu aimes ça regarder un événement encore au stade olympique? Écoute, je pense que c'est un stade qui est là, qui est quand même une certaine... qui est controversé, qui a amené un certain scandale avec le temps, le toit du stade. Il a manqué d'amour pendant bien des années. D'ailleurs, notre gouvernement va injecter beaucoup d'argent dans l'aério, là. Ils l'ont annoncé, là. Fait que, est-ce que ce stade-là, c'est quand même un élément de fierté, hein? On a accueilli les Jeux olympiques internationaux en 76. C'est le symbole de nos Jeux olympiques. C'est quand même un stade qui est spectaculaire, qui est très visité et qui est revalorisé. Tu sais, la tour, là, il y a des bureaux, le monde n'en parle pas, là, mais il y a des tours, il y a beaucoup de bureaux dans la tour du stade. Puis c'est la tour la plus inclinée au monde. On parle souvent de la tour de Pise, mais celle-là, là, est particulière, tu as toute une vue de Montréal. Ceci étant dit, le stade peut servir à plein d'événements. D'ailleurs, il sert pour plus de 200 jours par année d'événements. Pas rien que de l'événement sportif, mais de l'événement... Avec les Monsters spectaculaires. Puis de l'exposition aussi, Jonathan. C'est-tu la place idéale pour des matchs de balle? Je pense pas. Tu sais, honnêtement, si on veut un grand succès de baseball, là, un retour des expos à Montréal, le fait que le stade est dans l'Est,
plutôt qu'être au centre-ville, ça nuit. Les métros sont là, mais c'est moins intéressant. C'est pas le même trip. Quand t'es au centre-ville, ça amène de quoi? Tu sais, les grands stades de baseball, là, le Yankee Stadium, c'est pas comme aller au stade des Mets, tu sais. C'est un peu plus éloigné du centre. Ça, ouais. Quand t'es au centre-ville, t'as du fun, du trip. Moi, je te dirais que personnellement, je préférerais avoir un autre stade de baseball au centre-ville pour les futures expos. Moins gros, plus qu'il y ait de l'ambiance, tu sais. C'est pas drôle, un stade, quand t'es 25 000 puis t'as l'impression que c'est comme si t'étais 1000 dans le stade. C'était ça, le problème du stade olympique. C'était froid. C'était vaste aussi, là, tu sais. Oui. T'étais loin, puis... Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Honnêtement, là, en 2019, presque en 2020, là, le sport de nos jours, c'est putain avec les billets qui font leur argent. C'est avec les shows de télé. C'est les réseaux de télévision qui font vivre. Les avant-matchs, ouais. les tailgates, toutes les happenings, les spectacles aussi. Les gens vont se déplacer. Souvent, sur place, n'iront pas au match. Ils vont revenir dans des restos, vont retourner chez eux voir le match, mais ils ont vu l'avant-match, tout le happening qu'il y a là. Exactement. Et la rentabilité des équipes de sport de 2019, c'est plus comme dans les années 70 où il fallait vendre des billets. Bien sûr, un stade vide, ça aide pas bien à l'image télévisuelle. Mais quand tu as un plus petit stade, moi, je verrais facilement un stade des expos là, qui accueille 40 000, 35 000 personnes. T'sais, pas un 75 000, 30-35 000, mais qui réussissent à le remplir pas mal tout le temps, avec une ambiance. Et ce serait probablement plus intéressant pour le show de TV, puis c'est avec la télévision que les expos, ou les futures expos, se rentabiliseraient. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais gars, je suis pas un expert de balle. Puis honnêtement, je pense qu'on va voir du baseball de retour au Québec avant de revoir les Nordiques. Ouais, c'est ça. Ça va faire partie d'une question subséquente tantôt que je vais te poser par rapport à ça. Tu lis bien dans mes pensées, là. J'ai pas vu ton plan d'entrevue, hein? C'est pas pire. Ouais, non, c'est ça. Pour finir sur le volet du Canadien, parce que on en a parlé tantôt, tu sais, sur le fait des joueurs québécois. Oui. Tu as vécu les coupes 86-93. D'abord, c'est une question en deux volets. Comment tu as trouvé ça, l'ambiance que c'était là? Et est-ce qu'aujourd'hui, le Canadien a une obligation de repêcher ou d'avoir des joueurs québécois? Parce qu'on parle souvent que dans ces années-là, il y avait des joueurs québécois, les gens avaient l'appartenance aux Canadiens. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, c'est quelque chose qui est encore vrai? Ben, premièrement, je me rappelle d'avoir trippé 86. J'étais au primaire, 6e année. Quand ils ont gagné la Coupe Stanley, notre prof nous avait mis le match, le dernier match, là, il nous l'avait mis en reprise le lendemain. On avait pu le voir, la fin du match. C'était spécial. 93, écœurant. Patrick Roy était une grande vedette. T'avais des gars comme Stéphane Richer, un bout de temps. T'avais plein de joueurs québécois, c'est vrai. Mais je pense que ce qu'on veut... chez le Canadien, puis les partisans, ce qu'ils veulent le plus, c'est une équipe gagnante. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir trippé sur le Viking suédois, Mats Naslund. Tu sais, c'était mon joueur préféré. Il était tout petit. Quand le Canadien, là, avant qu'il commence à réavoir des bonnes vedettes comme Patrick Roy, il y a eu des années dures, là. Entre les coupes des années 70 jusqu'à la coupe de 86, il y a eu quelques années où c'était moins fort. C'était Naslund qui était ma première vedette. Les Québécois, on va aimer. On a aimé Koivu, on a aimé plein. Si on a des bons joueurs, oui. Mais ce que j'ai le goût de te dire, c'est que quand le Canadien repêche, là, tant qu'à repêcher en 5e, 6e, 7e ronde, un gars qu'on connaît pas, qui a peu de chance de faire la Ligue nationale, pourquoi tu donnes pas la chance à talent égal à un petit Québécois? Puis, peut-être qu'il va se défoncer plus, tabarouette, parce que c'est le CH. Et le choix de 6e ronde peut-être se convertir il aurait peut-être été en 2e ronde. Puis peut-être qu'il peut percer aussi dans le national. Absolument. Puis moi, je crois dur comme fer qu'un Québécois va en donner encore plus s'il porte le CH que s'il porte les Bruins ou s'il porte les Maple Leafs. Tu sais, ça reste que on l'a au cœur puis on a grandi avec ce logo-là d'en face. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui ont émis des critiques parce que on voit actuellement chez l'Impact qu'il y a 7, 8, 9 joueurs francophones qui peuvent s'adresser à la foule dans des événements professionnels, avec les Alouettes aussi. Mais il y a beaucoup de gens avec le Canadien qui ont souvent critiqué le fait que Koivu ne parlait pas français, que Kovalev ne parlait pas français, que Pacioretty, qui a été capitaine du Canadien, ne parlait pas français. Puis même, on s'était mis chez le Canadien un mot d'ordre qu'il faut absolument engager un entraîneur québécois parce qu'il faut qu'il sache parler en français aux partisans. Puis même si c'est un anglophone, que Babcock soit disponible, que n'importe quel autre, on ne pourrait pas l'engager à cause de ça.
Est-ce que tu penses qu'on se freine? Parce qu'il faut penser quand même aux gens qui ne comprennent pas l'anglais, là, peut-être dans certaines régions du Québec, mais il y a quand même des sous-titres. Là. Moi, je dis il y a des sous-titres, tu peux quand même lire, là, mais on se met des barrières par rapport à ça, pareil. Sur les joueurs, moi, je suis plus à l'aise que les joueurs ne parlent pas tous français. Un capitaine, ce serait bien qu'il donne des cours de français parce que ça demeure un agent de communication de l'équipe. Tu sais, la relation avec les partisans, puis le Québec étant francophone, c'est un plus. Mais je suis moins sévère avec le volet joueur. Le volet coach, là, je suis sévère. Parce que le coach, à tous les jours, c'est lui qui prend la parole. Puis honnêtement, on a assez de bons coachs francophones pour faire la job. Moi, un coach anglophone, qui apprennent le français. S'il veut venir travailler au Québec... Comme un peu Mark Crawford, je pense, avait fait à l'époque avec les Nordiques. Il était excellent, Mark Crawford. On ne lui demande pas un français impeccable. On lui demande juste d'être capable de nous répondre dans notre langue. C'est comme un agent de communication, coach. Le représentant de l'équipe. C'est le PR de l'équipe. C'est lui qui va parler à tous les jours, qui répond aux questions. C'est le gars qui est un peu plus vieux, qui a une réflexion derrière l'équipe, qui a une vision plus générale, globale. Le joueur de hockey, ça reste que sa job, c'est de faire des passes, marquer des buts, donner des mises en échec, faire gagner son équipe. Le coach, c'est un gars de com, c'est un gars mobilisateur, c'est un stimulateur. C'est lui qui doit être le générateur de l'équipe. Alors, c'est normal que le générateur soit francophone. Maintenant, ceci étant dit, oui, il y a les coachs adjoints du Canadien, ça a été souvent des anglophones. C'est pas qu'on est contre les anglophones, mais son rôle est trop important. Puis regarde, il y a plus de journalistes qui suivent le Canadien que la colline parlementaire. Ça donne une idée. Souvent, on dit que l'entraîneur du Canadien parle plus souvent que le premier ministre. C'est clair. Parce qu'à chaque jour, il parle. T'sais. Faites le bilan là, avec Influence Communication. Influence Communication, à la fin de l'année, il y a un bilan. Là, il dit quelles ont été les 10 personnalités de l'année là, qu'on a entendu le nom plus souvent dans les médias. Là, et au moins sur 10, en général, c'est entre 3 et 6 personnes. C'est du monde de l'entourage du Canadien. Le coach, le capitaine, le joueur étoile, Carey Price, par exemple. On entend leur nom, il est écrit dans le journal plus souvent que François Legault, que Justin Trudeau. Tu sais, parce qu'il faut dire, dans le journal aussi, il y a comme une... Tu sais, il y a des sections réservées au sport à la fin. T'sais. Oui. C'est, à part faire l'actualité, exemple, en politique, il n'y aura pas un cahier, juste, exemple, sur la politique. Je te mets au défi. Des fois, il y en a, mais c'est pas tout le temps. Là, regarde, on est en juillet, là. Regarde bien ton journal, ouvre-le. Alors, ouvre-le bien comme il faut, puis tu remarqueras que quand la politique ne siège pas, comment le journal est mince. Ça va te démontrer à quel point il y a des articles et des chroniques qui traitent de politique dans le journal plus que tu penses. Il y a presque toujours la une du journal, c'est politique. Parce que dans le fond, la politique, c'est la vie. Hein? C'est ça, ouais, il y a la politique sportive, il y a la politique culturelle, il y a la politique de transport. Tout. C'est ça. Tout est politique. Tout. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, tu marches dans la rue, c'est politique. Exemple, parce qu'il y a un trou dans la rue. Ouais. Bon, c'est municipal, mais c'est politique. Tu penses au maire. Il y a un trou dans ma ville, là, tabarouette, paye des taxes, tabarouette, il y a un petit trou de tout, et mon dit trou qui pousse du gazon dedans. Tu sais, c'est ça. C'est ça. On pense toujours à quelqu'un qui fait pas de job. C'est ça. Souvent, les sujets de conversation et tout, c'est par rapport à ça. Quelques questions en rafale pour conclure cet entretien-là. Tu l'as abordé tantôt. Selon toi, c'est qui va revenir en premier, les Nordiques ou les Expos? Mon cœur, ce serait les Nordiques, mais ma tête dit les Expos. Parce qu'il y a plus d'activités sur le dossier des Expos qu'on entend parler actuellement. C'est une question du commissaire aussi. Là, moi, ce serait pas ça. Ce serait que dans l'analyse financière, tu sais, le fric, parce que c'est le fric qui mène le monde, les Nordiques amènent pas à la Ligue nationale un marché télévisuel supplémentaire. Non, parce que le Canadien couvre tout le territoire québécois. À tort ou à raison, mais c'est ça. Les Expos amènent le marché québécois francophone au complet au baseball majeur. Donc, c'est possible pour un publicitaire américain de dire si j'achète de la pub, ben, je suis aussi vu par 8,5 millions de Québécois. Tandis que 2 équipes en Floride au baseball, ben, ça se divise la tarte. Tu comprends? 2-3 équipes à New York, ça se divise la tarte. Au même titre qu'à Toronto, il y a juste une équipe de hockey. Il pourrait en avoir 2 facilement. On claquerait des doigts. Hamilton pourrait... il y avait Newark, je pense. Je me trompe, c'est pas Newark. Comment elle s'appelle la ville? Markham. Markham voulait avoir une équipe. Ça n'arrivera pas. Non. Ça arrivera pas. Si Toronto, ça n'arrive pas,
je me dis, Montréal, ça va être compliqué un peu avec Québec. Je sais qu'on a l'amphithéâtre ici de ce côté-là, mais je parlais tantôt de la volonté aussi de la Ligue, du commissaire, parce que c'est toutes des données à analyser. On a beau dire, exemple, on est une ville de hockey, on mange du hockey et tout, mais il y a d'autres facteurs à analyser. Là, absolument. Et l'enjeu, je tiens à le dire aux auditeurs, je suis sûr de ce que je dis, c'est l'enjeu des publicités télévisuelles. Et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On aime mieux avoir une équipe dans une ville où il n'y a personne dans l'aréna, mais qui est un marché de vente de pub, par exemple Las Vegas, par exemple Seattle, par exemple le centre des États-Unis, Kansas City. Amener Kansas Parce City. Que les équipes, souvent, font de l'argent avant même que le début de la saison commence. Ben oui. Pourquoi? À cause du contrat de TV. Ben voilà. Il y a beau avoir personne dans le stade, ça ne changera pas grand-chose. Fait que le volet partisan assis dans l'aréna, là, c'est secondaire de nos jours. C'est pas la même chose là, qu'il y a 40 ans. Dans tout le sport confondu, là, ça serait quoi ton équipe préférée? Tu te dis, moi, je m'identifie, j'essaie de pas manquer des matchs parce que c'est un horaire assez chargé, mais je suis cette équipe-là puis au quotidien. Est-ce que le Canadien en fait partie? Oui, tout sport confondu. C'est sûr que pour moi, c'est le CH encore. Okay. Ça reste que c'est la seule équipe de hockey québécoise. Ça demeure que... Si les Nordiques revenaient, j'aurais un conflit en dedans de moi. Là. Ma ville, Québec, contre le Canadien que je connais depuis que je suis petit. J'ai grandi avec le CH, je viens de Bécomo, j'ai connu une autre... Les Nordiques, on aimait les haïr un bout de temps. Puis en vieillissant, je commençais à aimer les Nordiques. Puis si je les avais eus assez longtemps. J'étais arrivé à Québec en 96. Ils sont partis quoi en 95, justement? Ouais. L'année qu'ils sont partis, on les a perdus. Fait que j'ai pas eu la chance de les aimer autant que j'aurais voulu. Mais si une équipe revenait à Québec, probablement que je tomberais fan de cette équipe-là. Mais pour le moment, c'est le Canadien. En terminant, on va parler de tous les événements. Là, tantôt, on parlait d'événements. En terminant, c'est quoi, toi, l'événement que tu aimes regarder? Est-ce que c'est le 7e match de la finale de la Coupe Stanley? Est-ce que c'est le Super Bowl? Est-ce que c'est la finale du Master? Est-ce que c'est la finale du tennis? La finale du basket? Pour toi, c'est quoi l'événement fétiche en me disant, écoute, le Super Bowl, moi, je m'installe, on est avec des amis ou quelque chose. Qu'est-ce que tu écoutes que tu regardes le plus ou qui est plus cher à tes yeux? Ben, moi, c'est sûr que le sport extrême que j'aime écouter le plus, c'est les soirées électorales. Je me sais que ma bière... OK, c'est pas ça la question. Mais c'est un bon sport. Mais blague à part, c'est sûr que la finale de la Coupe Stanley, c'est essentiel. Mais mon deuxième sport préféré, là, à part le hockey, c'est le tennis. Moi, mon rêve de petit gars, là, c'est de faire le tour des 4 tournois du Grand Chelem de tennis. C'est ce que je veux faire dans ma vie. J'en ai 2 sur 4 de fait. Ah, OK. Lesquels? J'ai fait le US Open, mais avant ça, en 2003, je suis allé à Roland-Garros. Ah, OK. Ouais, en France. Ouais. Je te dirais que Wimbledon, c'est assez facile à régler parce que ça se passe l'été. Tu es capable de prendre des vacances, aller faire un tour à Londres, aller voir pendant une soirée un match de tennis à Wimbledon. Tu vas payer le prix parce que les billets doivent être très rares. Ouais. Mais ça se fait. Le problème, c'est qu'il fallait que j'attende la retraite avant d'aller faire l'Australian Open. Parce que, tu sais, ça se passe au mois de janvier. Il faut que tu aies le temps et l'argent d'aller en Australie au mois de janvier. Pas facile, puis mon trouver gars. Des places, là aussi, ça doit être quand même assez prisé. Je pense qu'un coup arrivé, il y a toujours des scalpers pour te les vendre à prix d'or, là, que tu vas toujours réussir à t'asseoir dans le stade, peu importe l'événement. Dan Pou qui me disait ça au FM 93, il dit « Sylvain, peu importe, même à la finale du Super Bowl, si tu veux y aller, tu vas y aller, mais attends-toi à mettre la main dans tes poches. » Tout est possible dans la vie. Il faut que tu payes le prix, c'est tout. Mais que l'Australian Open me tenterait bien gros. Tu sais, t'es rendu en Australie, puis le gars, il dit c'est 150$ le billet. Tu diras, bon, non, on va payer le billet. Au moins, c'est la fierté d'être dans le stade. Là, exact. Regarder le match. Mais je suis conscient que le rêve d'aller à l'Australian Open, ça risque d'attendre 60 ans non, et plus. C'est ça. Puis de toute façon, ça va encore être là. Le tennis, ça existe depuis très longtemps. Puis c'est vrai ce que tu dis, les finales de tennis, là, on reste sur le bout de notre siège. Hein, parce que peut-être que ça dure 3-4 heures. Tu sais, des fois, parce que ça dépend, c'est 5-7, il faut que tu en gagnes 3. Puis quand c'est 2-2, là, tu arrives au bris d'égalité, tout ça, c'est assez excitant. Puis là, exemple, Federer le manque. Là, Nadal arrive, il contre-attaque, il y a un avantage. Là, l'autre réussit à revenir. C'est constamment du revirement au tennis. C'est jamais des fois des victoires à plate couture, à part, exemple, ça soit des fois en première ronde là, d'un tournoi. Là. Mais c'est vrai que ça, c'est le fun aussi. Puis le tennis, je trouve qu'on ne donne pas assez de visibilité à ça parce que ça reste que oui, il y a des Québécois, mais là, je pense qu'avec Félix Auger-Aliassime qui monte,
ben ça va faire en sorte que... Puis tu sais, il y avait eu dans le temps Sébastien Larreau. Oui, le Sébastien Québécois, Larreau, oui. Tu sais, qui a réussi quand même à faire de bonnes choses. Simon Larose, à la Coupe Rogers de Montréal. Et ça, je remonte quand même depuis longtemps, sauf que ça avait attiré des gens. Larreau a gagné une médaille olympique, d'ailleurs, avec Daniel Nestor. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça là, fait longtemps, moi, ça fait longtemps. Petit, ouais. Mais un petit Québécois qui avait gagné une médaille olympique en tennis, quand même pas rien. Puis le Québec, là, ça commence à être fort populaire. On a une jeune Québécoise qui vient de gagner le Roland Garros au niveau du junior. C'est sa première fois que ça arrive. Même Eugénie ne l'avait pas réussi, cette chose-là. Fait que honnêtement, le tennis québécois est bon, mais au-delà des Québécois, tu sais... Canadiens aussi, Milos Raonic, Bianca Andreescu. Oui, t'as tellement raison. Fait que c'est un sport qui prend de l'ampleur. Puis les sports prennent souvent de l'ampleur quand on a des vedettes locales, ça aide. On a aimé le biathlon quand c'était Myriam Bédard. On a aimé la course automobile, la F1, quand c'était Jacques Villeneuve. On est comme ça, les Québécois. On aime s'identifier à un leader, un winner. Aussi, je pense que c'est populaire parce que c'est pas cher non plus. Faire du tennis, t'as une balle avec une raquette. Du soccer, t'as un ballon avec des spikes. Tu sais, le hockey, je veux pas dire que ça... Veux pas, c'est en déclin quand même, mais veux pas, ça reste que les gens, il faut qu'on y aille avec les moyens aussi qu'ils ont, avec l'intérêt aujourd'hui qu'on porte au sport. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est intéressant. Ben, merci de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Sylvain, toujours très intéressant. Tu vois, une entrevue nouveau genre, ça fait différent des entrevues avec des journalistes sur des scrums, sur des questions politiques ou des questions, que ce soit sur la laïcité, là, peu importe, l'immigration de ce côté-là. Je pense que ça a fait changement aujourd'hui à l'émission Interaction Sport. Très apprécié. On espère te reparler, que ce soit là dans quelques mois, quelques années, voir si, exemple, il y a un retour des expos, des Nordiques. Ça va être intéressant de ce côté-là, mais c'est toujours le fun d'avoir des opinions différentes et de connaître les gens autrement, des personnalités publiques dans des domaines qui sont publics, là, savoir leur opinion de ce côté-là. Alors, je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à Jonathan, j'ai adoré mon expérience. J'aime communiquer, j'aime jaser. Fait que peu importe du sujet, mais le sport, je suis un grand fan. Peut-être tu ne sais pas, mais je suis un collectionneur de gilets de hockey. C'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là, pour te connaître d'une autre façon. Gilet de hockey, puis des gilets vintage. J'ai de tout. J'en ai 225. Ça te donne une idée de la collection. Hein? J'en ai de tout acabit, de tout style, mais j'aime le hockey, j'aime le sport. Puis sans être le plus spécialiste du monde. Au contraire, les auditeurs, vous en connaissez plus que moi, mais j'aime le hockey, j'aime le sport, j'aime le tennis, j'aime le golf, j'aime le football, j'aime plein de sports. Le soccer que je suis en train d'apprécier de plus en plus. En fait, j'aime les événements. Bon, ben tant mieux. Puis c'était le but de ça aujourd'hui comme entrevue. Merci beaucoup de ton temps. Merci. Et on se reparle une prochaine fois.